Donc, je remercie les organisateurs de me donner l'opportunité de m'exprimer dans ce séminaire. Et donc, je compte mener une méditation autour des aspects topologiques de la théorie des variables complexes et des surfaces de Riemann. Donc, j'ai finalement concentré mon intervention sur une pierre importante de la théorie, qui est le théorème de Jordan. Et je voudrais un petit peu spéculer sur un plan philosophique, sur sa démonstration et sur la dialectique qu'elle implique. Alors, je vais quand même faire un peu de maths parce que je suis mathématicien. Donc, l'une des motivations que j'ai, c'est le théorème suivant, qui est un théorème que j'enseigne en cours de L3 à Orsay. Si on se donne donc une fonction holomorphe dans un ouvert oméga, dans C, alors je vais rappeler la définition dans un instant très rapidement pour les personnes qui ne travaillent pas toute la journée avec ce type d'objet. Et on va supposer que dans cet ouvert, il y a ce que j'appelle un contour de Jordan, et c'est surtout là-dessus que je vais discuter aujourd'hui, parce que c'est un point aveugle sur le plan de la démonstration mathématique qui est absolument lumineux sur le plan intuitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence par faire une figure. C'est une espèce de courbe qui ressemble un peu. Alors, elle peut avoir des formes extrêmement variées. Mais ce qui est important, c'est que c'est une courbe qui se referme, qui revient au point de départ. Sans s'être croisée, comme je l'ai montré sur la figure. Donc, ça veut dire qu'il y a une paramétrisation gamma qui va de 0,1 à valeur dans C, que je vais supposer au moins C1 par morceau. Donc PM, ça veut dire par morceau. C1, ça veut dire qu'il y a une dérivée continue pour la tangente. Et qui satisfait donc gamma de 0 est égal à gamma de 1, ce qui veut dire que la courbe se referme. Gamma de 0 est égal à gamma de 1, ce qui est représenté par les deux petits cercles qui sont ici. Puis je peux supposer que la courbe, eh bien, disons qu'elle est parcourue de cette manière-là. Et gamma de t' est égal à gamma de t seconde implique, avec t' plus petit que t seconde, distinct, implique que t' est égal à t seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Et l'ouvert oméga, ici, entoure en fait l'intérieur du contour de Jordan. C'est important et c'est ça le point aveugle de la théorie qu'on enseigne. Le point aveugle, c'est qu'en fait, dans la théorie des fonctions de variables complexes, très souvent, on ne démontre pas cet énoncé qui est le théorème de Jordan. Et c'est sur lui que je veux spéculer aujourd'hui, puisque c'est un point essentiel de la théorie des surfaces de Riemann. J'avais l'intention de parler de beaucoup de choses, mais je pense que je préfère concentrer mon intervention autour du théorème de Jordan. Donc le complémentaire C, alors je rappelle que C, c'est le même plan que le plan euclidien, R2. Donc le complémentaire, donc ça c'est juste une parenthèse, C moins gamma, c'est-à-dire juste j'enlève la courbe. La courbe est fermée. Alors là c'est un théorème de compacité, donc un théorème classique de topologie. Je vais un petit peu aussi discuter autour de la signification géométrique de la topologique. C'est que gamma étant continu, gamma de 0,1, que je peux appeler grand K comme compact, contenu dans C est un compact, ça veut dire un ensemble qui est fermé et borné. Alors borné, c'est complètement évident parce que la courbe est continue. Donc, et ce qui est le plus important, c'est que c'est fermé et borné, c'est-à-dire que les points limites appartiennent encore à K, les points limites de suite de Cauchy appartiennent encore à K. Donc, ceci, C moins gamma, alors je l'ai appelé K ici pour montrer que c'était un compact, mais je vais appeler donc gamma ici. Ça, c'est un ouvert parce que c'est le complémentaire d'un fermé. D'accord ? Et le théorème dit consiste en exactement deux composantes connexes, une qui est bornée, donc c'est ça qui est important, exactement deux composantes connexes qu'on va appeler gamma int comme intérieur, gamma x, et gamma x elle est non bornée, elle s'échappe à l'infini, et gamma int est bornée. Alors sur la figure, c'est complètement évident. Gamma int, j'ai qu'à prendre la craie, et voilà, ça c'est gamma int. Gamma int. Et gamma x, c'est la partie qui s'échappe vers l'infini. Il y a essentiellement un point à l'infini sur la sphère de Riemann, ici. Donc intuitivement, c'est ce qui est en dehors d'un grand disque. Gamma x, c'est le complémentaire.
Alors, sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle le théorème de Jordan différenciable. C'est qu'en fait, c'est un théorème qui est essentiellement facile. Et c'est celui-ci dont on a essentiellement besoin dans la théorie des fonctions de variables complexes. Alors, qu'est-ce qu'une fonction holomorphe? C'est une fonction qui est une fonction... Là, je ne vais pas trop m'insister là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas dans le propos d'aujourd'hui. Je le dis très rapidement. Donc, f, c'est une fonction qui est une fonction sur l'ouvert oméga et a priori, elle dépend de deux variables. Mais si on peut dire que x, c'est z plus z bar sur 2 et x et y, c'est z moins z bar sur 2i, eh bien, ça revient à dire qu'on a une fonction qui dépend de z et de z bar, ce qui est un peu abusif quand on parle des fonctions qui sont différenciables. Mais ce qu'on va demander, c'est que la dérivée par rapport à z bar de la fonction s'annule identiquement. Et ça a des conséquences absolument magiques. Ça a des conséquences qui concernent l'ellipticité de l'opérateur d bar. Et ça, dz bar, en fait, il est elliptique. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est des formules de Cauchy, mais j'ai pas envie de trop parler de ça. Donc ça implique que la fonction, en fait, est C infinie si elle est seulement, disons, C dérivable. Donc dz bar de f est identiquement 0. Et même ça implique que localement, autour de tout point, si je prends un point, donc z0 dans l'ouvert oméga, localement autour de tout point, donc dans un ouvert que je peux appeler un disque cette fois-ci, de rayon R centré en z0 avec R strictement positif, mais petit, au début petit, que f, en fait, c'est une somme de an fois z moins z0 puissance n, et la série converge, pour n égale 0 jusqu'à l'infini, la série converge normalement sur le disque, sous un sous-disque par exemple, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de z bar ici. Et le fait qu'il y ait une variable en moins a des conséquences magiques sur les fonctions holomorphes, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le point clé qui m'intéresse ici, c'est la généralité du théorème. Attends, deux petits ronds, ça veut dire infini chez toi? Oui, parce que je les ai mis peut-être un petit peu trop éloignés l'un de l'autre. Voilà. D'accord. Ils doivent être collés, effectivement. Je ne l'écris pas comme ça, je n'y arrive pas. Voilà. Je ne sais pas le faire. Il y a aussi deux petits ronds sur la courbe, sur le contour. Ça, c'est deux autres petits ronds qui signifient le point de départ et le point d'arrivée, effectivement. Et là, il y a coïncidence de ces deux points par convention, disons, convention diagrammatique. Tant que tu corriges, c'est T' inférieur ou égal à T'. T' inférieur ou égal. Non, je suppose qu'ils sont distincts. Non, je voulais dire que T' égale 0, je me suis trompé, T seconde égale 1. C'est ça que je voulais dire. Enfin, c'est une manière d'exprimer qu'elle est injective qui serait plus exacte, c'est-à-dire qu'elle est injective sur 0,1, ouvert, fermé. Injective sur 0,1, ouvert, fermé. Le gamma injective sur cet ouvert, sur ce semi-intervalle ouvert. Alors maintenant, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, et donc je voudrais un peu parler de la démonstration du théorème de Jordan. Attends, le théorème dans le cas différentiel. Comment? Le théorème que tu as commencé là, je ne crois pas que tu l'aies terminé. Oui, vous avez raison, parce que j'ai tendance à ne pas terminer mes phrases, c'est connu. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je compte parler aujourd'hui. Donc le théorème, c'est une motivation plutôt. Donc l'intégrale sur gamma de f de z, c'est le théorème de Cauchy, général, est égal à 0, donc quel que soit f, holomorphe dans oméga. Et ce qui est assez général, c'est le fait que le contour soit un contour absolument quelconque. Il faut s'imaginer que vous prenez n'importe quelle courbe qui ne se recroise pas, et c'est un peu là-dessus que je vais essayer de réfléchir aujourd'hui, c'est la complexité topologique sous-jacente à ce type d'objet. Surtout dans le cas où l'objet n'est seulement continu et pas différentiable. Donc a priori, on trouve des sites internet qui montrent des espèces de labyrinthes comme ça, et c'est assez difficile, quand c'est très compliqué, de savoir où est l'intérieur, où est l'extérieur. C'est pas complètement évident. L'idée, c'est que le théorème, donc, tel qu'il est énoncé, il est très général, mais derrière se cache, en fait, c'est un théorème d'analyse, mais qui cache, en fait, en réfléchissant sur l'unité des mathématiques, quelque chose qui concerne la topologie elle-même, et qui cache une synthèse qui est propre à la topologie, surtout dans le cas du théorème de Jordan continu, que je vais énoncer maintenant, et dont je vais parler un petit peu. Donc le point commentatif et philosophique que je peux dire à ce point-là, c'est qu'un théorème d'analyse qui travaille sur ce qu'on appelle les toy contours, c'est-à-dire des contours modèles, ou des contours simples, notamment, par exemple, ce qu'on fait la plupart du temps, ce sont des secteurs
qui sont des secteurs comme ça. Ça peut être des demi-plans avec un petit cercle, des demi-cercles comme ça. On fait des contours la plupart du temps, ou même des rectangles, etc. On fait des contours qui sont assez simples, mais en mathématiques, il y a une exigence de généralité. Et si on veut comprendre le théorème, ce que dit le théorème de Cauchy, il faut effectivement réussir à énoncer quelque chose dans ce goût-là. Mais là, on tombe sur un problème de synthèse qui est celui de savoir ce qu'on entend par une compréhension réelle du théorème de Jordan. Et historiquement, il faut savoir que dans la plupart des traités d'analyse complexe, on ne voit pas de démonstration complète de cet énoncé parce qu'il est repoussé au domaine des topologies. Pour les experts de la topologie, ce à quoi je n'appartiens pas. C'est pour ça que j'en parle un petit peu aujourd'hui. Donc, le théorème de Jordan continu, qui est le plus difficile d'entre eux et qui est essentiel pour démontrer que toute surface de Riemann est triangulable. C'est le théorème de Rado qui est très célèbre et en général pas démontré dans les manuels. Il dit la chose suivante. Si maintenant je suppose seulement gamma, une paramétrisation continue d'une courbe fermée simple à valeur dans C. Alors maintenant, je vais peut-être la prendre dans R2. J'oublie les variables complexes. Donc fermée, simple, ça veut dire qu'elle est injective sur 0,1. Gamma de 0 est égal à gamma de 1. Injective, hein, c'est une formulation qui tient la route de cette manière-là. Et surtout continue, ce que je vais abréger par C0. Alors la même conclusion est vraie pour le complémentaire. À nouveau, grand gamma qui est l'image de la courbe. Alors très souvent on l'appelle petit gamma aussi, on fait l'identification entre la paramétrisation et la courbe image. Satisfait que le complémentaire consiste en deux composantes connexes. Satisfait donc la même conclusion. Et donc, je voudrais parler un petit peu de deux démonstrations, parce que là, la difficulté, c'est d'avoir abaissé le degré de différenciabilité de la courbe. Alors, première chose, avant de changer de tableau, je vais peut-être prendre ici. Donc, il y a un paradoxe qui montre à quel point l'ontologie propre aux objets topologiques et aux objets analytiques s'entrelacent. Le paradoxe, c'est qu'il existe des courbes qu'on appelle de Cantor-Osgood qui sont de mesure de Lebesgue positive. Donc des courbes fermées simples, exactement celles que l'on regarde. Des courbes donc assez pathologiques, donc telles que eh bien, la mesure de Lebesgue deux-dimensionnelle de gamma, alors je vais peut-être pas mettre gamma de 0,1, de grand gamma si on veut, est strictement positive. Même pire que ça, il existe dans un carré, prenons un carré de côté 1, je vais donner quelques éléments de la preuve, ce n'est pas vraiment de ça dont je veux parler aujourd'hui, je veux parler de la structure subtile de la preuve de cet énoncé. Et donc rentrer un peu dans les éléments démonstratifs et montrer à quel point l'intuition géométrique se trouve confrontée à des vraies difficultés. Donc il y a un théorème qui est le suivant. Donc quel que soit epsilon plus grand que 0, il existe une courbe gamma qui va dépendre de epsilon, donc de 0,1 à valeur dans le carré unité, 0,1 au carré, donc je dessine le carré. C'est des choses sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir non plus. Je vais donner juste des éléments de démonstration. Donc là, il y a 0,1, 0,1. Et la courbe, attention, c'est important, elle ne se recoupe pas. Hein, c'est très important. On peut supposer qu'elle part par exemple de ce point-là. Elle ne se recoupe pas, mais elle fait quelque chose de tellement bizarre que, eh bien, elle remplit quelque chose qui a une vraie surface, deux-dimensionnelle. Je ne vais pas y arriver de cette manière-là. Donc, telle que la mesure, donc fermée simple, et la construction que je vais donner a été raffinée ultérieurement, telle que la 2 Lebesgue mesure de gamma epsilon est plus grande que 1 au carré, qui est à la mesure du carré, bien sûr, moins epsilon. C'est presque, ça remplit tout en sens de la mesure. Donc là, on commence à se dire, est-ce que le théorème est vrai? Et c'est ce qui s'est passé historiquement pour l'invariance du domaine, c'est que les travaux de Brouwer qui ont conclu au fait qu'il y a effectivement, quand on a un homomorphisme entre R et R2, il y a effectivement, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que les travaux de Cantor qui montraient qu'il y avait une bijection, ça casse la continuité. Donc il y a eu un moment, je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus pour aujourd'hui,
Mais il y a un moment où il y a un point critique dans l'histoire de la conception mathématique des objets, c'est est-ce que la dimension a un sens géométrique ou pas? Ou est-ce qu'elle s'effrite complètement dans la bijection entre ensemble infini de nombres, ou est-ce qu'elle est complètement disparue là-dedans? Et donc finalement, la bonne conceptualisation, ça a été celle d'homéomorphisme, et non pas d'application continue forcément seulement injective. Il faut supposer que l'inverse est aussi injective. Et donc la notion d'homéomorphisme a été conceptualisée comme une notion d'équivalence. Alors les notions d'équivalence existent dans beaucoup d'autres domaines, notamment en théorie des systèmes différentiels extérieurs, pour les invariants différentiels ou pour les invariants algébriques. L'homéomorphisme, c'est une application bicontinue, c'est-à-dire qu'elle-même est continue et son inverse est aussi continu. Et c'est bijectif entre deux ensembles, U et V, qui sont par exemple des ouverts. Donc cette conceptualisation montre que ce théorème, paradoxalement, il est en relation avec ce théorème sur lequel je ne vais pas beaucoup réfléchir aujourd'hui, qui est l'invariance du domaine. Il n'existe pas d'homéomorphisme, heureusement, entre 0,1 et le carré de dimension 2. Ça, il n'en existe pas, bien qu'il existe des applications qui sont injectives et qui remplissent presque tout au sens de la mesure de Lebesgue, au sens de la mesure de surface. De plus, donc, des raffinements du théorème de Osgood ont montré qu'on peut supposer que la courbe, que je vais juste très rapidement construire au tableau sans m'appesantir sur sa démonstration, pour passer véritablement à la réflexion sur le théorème de Jordan, des raffinements ont montré qu'on peut en fait s'assurer que même localement, la courbe est de mesure 2-dimensionnelle positive en tout point, et pas seulement globalement. Parce que la construction un peu élémentaire qu'on trouve dans certains livres, que je vais donner au tableau très rapidement, elle a des ensembles où la courbe est de dimension 1 et n'est pas de dimension 2. Alors, ici, il faut prendre donc un autre texte, parce que sinon je ne vais pas m'en rappeler par cœur. Je vais faire une approche informelle de cette construction, sans rentrer dans les détails. Donc l'ensemble de Cantor, c'est un ensemble où on perce des trous, c'est-à-dire qu'on enlève le segment qui est entre 1 tiers et 2 tiers. Et on itère la construction. Ça veut dire qu'on réenlève ceci, on réenlève ceci, puis on itère la construction, on réenlève ceci, on réenlève ceci, jusqu'à l'infini. Et ça nous donne un ensemble que je vais appeler C comme Cantor, qui est de mesure de Hausdorff, de dimension de Hausdorff, plus exactement. Donc, dimension de Hausdorff qui est une dimension donc, intermédiaire entre la dimension de la géométrie différentielle, qui est une dimension de Hausdorff qui est égale à log de 2 sur log de 3. Donc c'est une dimension qui est fractionnaire, qui n'est pas égale à un entier. Et à partir de cet ensemble, donc là je vais très rapidement parce que ce n'est pas vraiment mon propos aujourd'hui, je veux juste dire que du point de vue de la dialectique de l'énoncé, il y a quelque chose de subtil qui se joue dans le fait qu'on manipule des courbes qui peuvent être d'une très grande complexité. Et donc on est engagé dans une forme d'exigence de synthèse qui crée des complexités dans la démonstration elle-même. Alors je veux donc juste donner quelques figures qui disent ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Cantor sur la verticale et sur l'horizontale. Voilà. Un Cantor sur la verticale et sur l'horizontale. Ça veut dire qu'on va découper ce carré unité en 9 morceaux, de côté 1 tiers. Et puis on va tracer une courbe. Alors il me faut plusieurs couleurs. Il va y avoir donc une partie qui est une partie que j'appelle une partie verte de la courbe. C'est une partie où la courbe ne va pas être trop sauvage. Voilà, elle se situe comme ça. Il y a une partie où elle va être sauvage. J'aurais dû l'écrire en rouge, mais je vais utiliser une autre couleur. Peut-être que le bleu, je ne sais pas. Et dans cette partie sauvage, c'est celle-ci. Elle n'a pas l'air sauvage à la première étape, cette partie-là, mais on va l'itérer. On va étirer la complexité en faisant un zoom, c'est-à-dire qu'on va prendre ce petit morceau de carré, qui est l'un des 4 bleus, et donc il y en a 4 comme ça, et on va remplacer ce morceau-là par une image divisée par 3 de tout ce que je viens de faire. Donc ça veut dire que ça va devenir de nouveau quelque chose qui va être divisé en 3 morceaux, comme ça. Et dans cette sous-truc, il va y avoir à nouveau
une partie de la courbe qui va être jolie, qui va être gentille, mais il va y avoir aussi, j'ai dû me tromper, c'est là en fait, il va y avoir donc une itération de ça. Et on démontre, ce n'est pas très difficile, qu'à la limite, donc théorème, là je vais un peu vite là-dessus parce que j'ai plutôt envie de me concentrer sur les aspects géométriques qui vont suivre, plutôt que sur les aspects analytiques. Donc le théorème dit que la mesure de Hausdorff de cette courbe est le carré. La dimension, la mesure de Hausdorff est strictement positive. La dimension de Hausdorff de cette courbe, que je vais appeler donc gamma Osgood. Gamma Osgood est égal au carré de log de 2 sur log de 3. Alors là, on n'est pas encore à quelque chose qui vaut... Alors non, le carré. Donc log de 2 sur log de 3. Et donc sur le texte, j'avais les digits. Non, c'est pas le carré, c'est la somme. C'est pas une partie que j'ai vraiment préparée. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait à l'aise. Donc c'est log de 2 sur log de 3. C'est la somme des deux choses. Je me disais bien que j'avais fait une erreur. Et c'est 1,26 à peu près. Donc c'est 1,26. Donc là, je ne vous ai pas encore vendu la courbe qui est de mesure de Lebesgue deux-dimensionnelle positive, parce que la dimension est 1,26. Mais c'est ce on peut modifier la construction en utilisant ce qu'on appelle un Cantor gras. Tu veux dire que tu as ajouté 2 fois log de 2 sur log de 3. Oui, donc on démontre ça. On ajoute 2 fois log de 2 sur log de 3, qui est un nombre plus petit que 1, donc je m'étais trompé en mettant le carré, je le sentais. Et donc, ce que je veux dire, un Cantor gras, ça veut dire qu'on va enlever moins à chaque étape. Un Cantor gras, on va donc partir d'un segment 0,1. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour créer des objets pathologiques en analyse. Je vous rappelle qu'on a enlevé un tiers du segment, mais si on décide d'enlever moins qu'un tiers, par exemple un cinquième, et que à la prochaine étape, on décide d'enlever encore moins, un septième, on peut s'assurer que la proportion de ce qu'on enlève, c'est une somme, c'est une série qui converge vers 0, et que la mesure de ce qui reste soit strictement positive. Donc la mesure de ce qui reste, je vais essayer de le représenter en blanc, mais je n'y arrive pas. On peut s'assurer que cette chose soit égale à 1. Et donc on va ajouter donc 1 plus 1, et 1 plus 1, ça vaut 2, et donc ça termine en fait le survol très rapide de cette construction. Donc bilan. Je répète que ce n'est pas vraiment là-dessus que je voulais m'appesantir aujourd'hui. C'est plutôt sur le fait que l'énoncé du théorème de Jordan est confronté à cette difficulté pathologique. Et il reste vrai. Or, s'il reste vrai par rapport à une complexité mathématique sous-jacente, c'est qu'il doit se battre de manière plus intense pour ériger sa propre synthèse. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez universel en mathématiques. Plus les objets que l'on regarde ont une complexité intrinsèque, plus il est difficile de dire quelque chose de complet sur eux. Je ne dirais pas de dire quelque chose sur eux, il est possible de dire parfois quelque chose sur des objets très complexes, mais de dire quelque chose de synthétique et d'abouti sur quelque chose qui est complexe, ça peut requérir beaucoup de travail. Et là, c'est un exemple parmi d'autres, assez élémentaire, on peut tracer beaucoup de figures. Ici, donc, je vais donc commencer un peu à discuter la démonstration. Dans le cas où la courbe est C1. C1 ou C1 par morceau. Alors là, ce qui est assez drôle, c'est que la preuve que j'ai lue dans un livre qui est consacré à ce théorème est fausse. Tu as l'habitude de trouver des démonstrations. Oui. Voilà, bon, je ne dis pas du mal, j'aime bien ce livre, c'est paru chez Ellipse. Bon, vous savez qu'en France, c'est très peu enseigné, la vraie topologie, pas la topologie des ouverts de R2 ou de Rn. La vraie topologie, elle est peu enseignée. Moi, je ne l'ai pas apprise quand j'étais gamin, entre guillemets. C'est un livre qui est paru en 2012, qui est un très bon livre. Quelle page? Alors, en gros, je lis, je réfléchis, je réfléchis, et puis finalement, je me dis, non, il y a un truc qui cloche. Quel auteur? Un professeur à la émérite à Clermont-Ferrand qui s'appelle Jean-Yves Le Dimet, qui est un topologue. Moi, je ne suis pas topologue. Il a sorti 3 livres. Il a d'autres livres, absolument, oui, qui sont plus avancés, je crois. Ça, c'est un livre d'enseignement au niveau M1. Voilà, il contient plein de belles choses, je trouve. Bon, je n'en dis pas de mal, mais ce qui était assez marrant, c'est que
la démonstration du théorème de Jordan continu n'est pas fausse. Je n'ai pas trouvé d'erreur. Mais dans la démonstration du théorème différenciable, j'ai trouvé une erreur. Et je voudrais en parler. Et ça fait rebondir. Donc ça veut dire aussi quelque chose, c'est que l'activité mathématique, je vais le dire très rapidement. Alors là, je ne trouve pas mes notes. Oui, je crois que non. Si, ben, je les avais en main, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je les ai en main, en fait. L'intuition, alors je peux peut-être écrire quelques phrases au tableau. L'intuition mathématique, à mon avis, chez un vrai mathématicien, entre guillemets, je ne vais pas me référer à Jean-Pierre Serre pour dire ce que je définis comme étant un vrai mathématicien, parce que je n'en serais peut-être pas un. Un mathématicien, il se demande toujours si c'est vrai ou faux. Il y a quelque chose dans son cerveau qui dit « non, je contrôle ». À mon avis, c'est ça qui fait un peu, je pense que certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, c'est ce qui soude les mathématiciens entre eux. C'est d'avoir une bestiole, entre guillemets, dans sa tête qui dit « non, je ne suis pas d'accord ». Ou alors, tant que je n'ai pas tout contrôlé, je ne suis pas d'accord. Alors, ça dépend des circonstances. Hein. Pierre Cartier a fait des exposés dans le passé qui montraient qu'il y avait beaucoup de théorèmes. On ne peut pas tout contrôler, c'est plus à une échelle humaine. Et seuls les spécialistes peuvent avoir le temps de tout contrôler. Mais sur des choses qui sont à un niveau qui est, disons, moins inférieur en complexité de choses très, très avancées de la recherche, l'intuition mathématique, pour moi, c'est savoir si c'est vrai ou faux. C'est avoir donc une exigence de contrôler si c'est vrai ou faux. Et ce qui est assez important, donc on revient, si vous voulez, au débat qu'il y a eu entre Breuer et Hilbert. Et quand on a cette exigence de contrôler si c'est vrai ou faux, ben ça veut dire qu'il faut tout repenser par soi-même. Certes, souvent avec les outils qui existent dans les théories existantes, mais parfois avec des outils qui sont nos propres questions, nos propres visions, nos propres difficultés de comprendre certains objets. Et donc, d'une certaine manière, dans cette exigence de contrôler si c'est vrai ou faux, il faut donc repenser. Donc ça implique de repenser complètement les démonstrations, si on veut vraiment savoir ce qu'il y a derrière, ou du moins si on veut parfois aussi avoir d'autres visions. Est-ce que tu sais que quand on a publié les œuvres complètes de Hilbert, il y avait un énorme travail pour les éditeurs parce que pratiquement tous ces articles étaient pleins d'erreurs. Ça, je ne savais pas. Il est vrai que Hilbert croyait en la résolubilité universelle de tous les problèmes mathématiques, donc il était quelqu'un de très optimiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de très pessimiste. J'ai tendance à tout vérifier inlassablement. Notamment parce que je fais beaucoup de calculs à la main et sur ordinateur, donc je ne me fais jamais confiance. Dès qu'on peut faire du calcul, dès qu'on fait vraiment du calcul, qu'on s'en va dans la jungle du calcul, très vite on peut dire plein de conneries. On peut faire plein de calculs qui ne servent à rien. Donc très vite on peut avoir des gestes qui sont inutiles a posteriori, qui ne sont pas dans la bonne vision conceptuelle, qui gesticulent pour rien. C'est pas pareil que vrai et faux. On peut avoir des calculs qui servent à rien. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Jean, mais souvent ils sont un peu faux aussi. C'est aussi ça le problème. C'est qu'on se trompe dans les calculs très souvent. Donc il y a un problème. Bon, on a peur. Les gens disent il faut faire du concept ou faire du calcul. C'est parce qu'en fait il y a une expérience. C'est vrai, le concept, quand il est bien en place, il a une puissance insurpassable. Mais quand on n'a pas les concepts bien en place pour résoudre certains problèmes, il faut calculer, il faut explorer, on ne sait pas où on va. Et très souvent, c'est douloureux parce qu'on fait des erreurs tout le temps. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'énonce cette thèse. Mais en tout cas, cette thèse, c'est plutôt une thèse qui n'est peut-être pas vraiment en relation avec ce que je fais moi-même en recherche. C'est peut-être quelque chose qui provient de la fréquentation des mathématiciens qui m'entourent. Je pense qu'effectivement, c'est une espèce de ciment qui soude les mathématiciens. On est devant les choses et on voudrait quand même vérifier qu'elles soient. D'accord. Donc ça m'a conduit à trouver dans l'enseignement, c'est-à-dire dans des choses qui sont de niveau enseignement, assez souvent des erreurs. J'en ai parlé au séminaire l'année dernière au sujet du théorème de cohérence d'Oka. Donc commençons donc par le cas où gamma est C1 par morceau et je vais vous expliquer l'erreur que j'ai trouvée et comment elle se corrige et comment elle fait revenir sur un énoncé qui ensuite est en fait déjà bien connu des topologues et qui est absolument central pour la démonstration du cas C0. Donc je prends une courbe, je vais la supposer C1. C'est pas très grave parce que si elle est C1 par morceau, je peux lisser les angles. On peut même la supposer C infini. Ça ne change rien.
Donc la courbe, en fait, là, ce qui est très important, c'est qu'elle est gentille. Alors peut-être elle a l'air très compliquée comme ça, parce qu'elle se balade beaucoup, mais ce qui est très important, c'est qu'elle a une tangente en tout point et que la tangente varie continuellement. La tangente, donc je vais la représenter sous forme d'une droite verte, en différents points de la courbe. Elle a une tangente, et le fait qu'elle soit donc C1 consiste à dire qu'elle est bien approximée par sa tangente. Ça veut dire qu'elle s'écarte peu de sa tangente. Et ceci implique qu'il existe un voisinage tubulaire de la courbe. Autrement dit, l'objet dont on est totalement privé dans le cas C0, je vous ai montré des courbes qui remplissaient à la mesure de Lebesgue près pratiquement tout le carré, il est absolument exclu comme étant un épaississement de la courbe qu'on appelle un voisinage tubulaire, c'est-à-dire qu'on va faire donc un voisinage. J'aurais pu l'utiliser avec une craie jaune, par exemple. Donc ça veut dire qu'on peut épaissir comme un ruban la courbe. Alors ça se démontre avec des outils de géométrie différentielle. C'est juste un théorème des fonctions implicites bien formulé, pas bien compliqué. Un voisinage tubulaire, c'est un ruban autour de la courbe qui ne s'auto-intersecte pas. Hein. C'est très important, comme je vais le montrer sur la figure. Il n'y a pas d'auto-intersection du ruban. Et le ruban, je vais supposer qu'il est d'épaisseur epsilon. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de ce ruban? C'est que du point de vue local, la courbe, elle a deux côtés. On le voit tout de suite. Je termine mon ruban, mon deuxième côté du ruban. Et celui-ci, donc, je vais l'appeler T epsilon. Comme T comme tube et epsilon comme longueur, épaisseur du ruban. Il y a aussi bien sûr une normale à la courbe, donc T epsilon, qui contient gamma. Alors maintenant, ça devient complètement transparent qu'il ne peut y avoir que deux composantes connexes. Ce qui va devenir difficile dans le cas C0. Ça implique qu'il y a au plus deux composantes connexes dans le complémentaire. Et il faut démontrer qu'il y en a deux, il n'y en a pas moins. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a au plus deux? Tout simplement parce que si je prends un point quelconque dans R2, que je vais appeler P, P0 point de départ, si je me balade dans le plan, il y a un moment, je vais rencontrer la courbe, gamma. Mais avant de la rencontrer, je rentre dans une des bandes, intérieure ou extérieure, si je puis dire. Puisqu'il y a une orientation de la courbe, il y a une bande extérieure ou extérieure. Et pour cette raison, dans la bande, je sais que la bande, elle est difféomorphe à un cercle avec un anneau autour. Et donc pour cette raison, donc la figure est extrêmement simple sur le plan topologique. Si j'arrive ici, là, je peux contourner la courbe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais parti d'un point P0 et que je décris une composante connexe du complémentaire, mais en fait, je prends tout ça. Tout ça, c'est dans le complémentaire. De même, si j'étais arrivé de l'autre côté, tout ça, c'est dans le complémentaire. Et donc, il ne peut y avoir que deux composantes connexes, et il ne peut y en avoir une seule aussi. Il pourrait aussi y en avoir une seule, c'est-à-dire que contrairement à l'intuition qui est sur le tableau, les deux côtés de la bande soient dans la même composante connexe du complémentaire, et c'est ça qu'il faut exclure. Je suis allé un peu vite sur cet argument, mais l'intuition, c'est que la bande permet en fait de se voyager le long de la courbe et de décrire un côté de la courbe complètement. Et de même pour l'autre demi-bande. Une fois qu'on a ça, on est convaincu qu'il n'y a plus que deux composantes connexes au maximum. Et donc la proposition qu'il faut démontrer, c'est qu'il y en a deux. Il y a exactement deux composantes connexes. Pas une. Et c'est là qu'intervient une astuce que j'ai lue et donc je ne l'ai pas crue. Et j'ai trouvé un contre-exemple évident. Donc je refais maintenant une courbe plus simple. Je
je dessine ma bande, donc le côté intérieur entre guillemets de la bande. Comme il y a une rotation dans le plan, on peut parler en fait du côté plus et du côté moins parce que la courbe est orientée, disons, de cette manière-là. Voilà. Donc le T epsilon, c'est T epsilon moins et T epsilon plus, on peut dire. Voilà. Donc là, on va dire que c'est T epsilon moins, et là, on va dire que c'est T epsilon plus, tout bêtement. Et donc l'astuce consiste à regarder la fonction qui est la distance au bord de la bande. Donc on peut dire que ça, on va l'appeler... Alors peut-être que je vais changer de notation. La courbe de Jordan, je vais l'appeler C. Et le bord de T epsilon plus, je vais l'appeler C epsilon plus. Et le bord de C epsilon moins, ici. D'accord? Donc l'astuce consiste à regarder la distance de P à C epsilon moins ou plus, moins la distance d'un point P à C epsilon moins. Alors la figure locale avec un zoom est la suivante. On a donc grossi la chose et on se rend compte intuitivement que essentiellement là on est à la même distance. On s'arrange, enfin je ne rentre pas dans la technique, on s'arrange pour qu'ici on soit à la même distance. D'accord ? Il y a un fait, il faut un tout petit peu arranger ça. Je vais l'appeler ça comme lemme plutôt que fait. Donc C est contenu dans l'ensemble équidistant, l'ensemble des points P du plan, tel que cette fonction-là, alors je peux peut-être lui donner un nom, delta de P, c'est une différence de distance, est égale à 0. Delta de P est égal à 0. D'accord ? Et donc l'affirmation, donc une fois qu'on a ça, c'est que c'est le seul ensemble. C'est que C égale ceci. C égale l'ensemble d'annulation de delta. Et ça, c'est faux. Pourquoi est-ce que ça serait bon, ça ? Ça implique ce que je vais appeler la fin de la preuve, mais c'est faux, hein ? On va le voir dans un instant et on va voir comment est-ce qu'on peut le corriger. Ça implique la fin de la preuve parce que s'il n'y avait qu'une seule composante connexe, cela voudrait dire que n'importe quel point du complémentaire peut être joint à n'importe quel point du complémentaire, P et Q par exemple, par une courbe qui va se balader donc sans intersecter la courbe C, mais ce n'est pas possible sur ma figure. Donc je suis obligé d'accepter intuitivement que, puisque je suis en train de raisonner, là on est dans un truc intuitif très important à mon avis, et Poincaré l'exprimait en disant c'est l'art de raisonner sur des figures fausses, l'intuition mathématique, la raison mathématique, mais c'est aussi l'art de raisonner sur des figures fausses tout en ayant l'impression que la figure est juste. Enfin c'est très subtil sur le plan spéculatif à mon avis. Donc ici, je vais supposer qu'il y a une courbe qui va joindre ces deux points. Tout ce qui va se passer là, ça ne va pas beaucoup compter. Et on va essayer de localiser à cet endroit-là, et on va avoir l'argument qui dit que forcément, il faut être sur la courbe, contradiction. Mais c'est faux parce que quand on prend un tore, c'est un exemple évident, quand on prend un tore, on prend la courbe C qui est comme ça, la bande qui est autour d'elle, je la dessine de cette manière-là, et on voit les points que je vais appeler P étoiles qui sont effectivement équidistants des deux bords C epsilon moins et C epsilon plus sans qu'on soit sur la courbe. Voilà, donc il faut corriger la preuve. Et on va le faire de la manière suivante. Et on va tomber. Pardon, le tort n'est pas maintenant. Ah oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore utilisé le fait qu'on est dans le plan. C'est ça en fait que ça veut dire. Implicitement, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé véritablement pour l'instant la topologie globale du plan. Est-ce que l'énoncé est quand même vraiment faux dans le plan ? Non, l'énoncé n'est pas vraiment faux.
c'est que j'arrive pas vraiment à reconstituer ce qui est vraiment faux. Il faut que je remobilise parce que je n'ai pas retravaillé suffisamment cette partie-là. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut que je le remobilise. Donc la courbe est équidistante. Oui, c'est avant ça. Non, le tort montre que l'énoncé que... Oui, voilà, pardon, j'ai mal répondu, je réponds bien. Dans le plan, l'énoncé est vrai, voilà. C'est ça. L'énoncé devient vrai, mais en tenant compte vraiment du plan, il n'est pas... Enfin, implicitement, dans la preuve que j'ai vue, implicitement, l'égalité est affirmée, mais sans aucun argument. C'est ça, en fait, plutôt qui se passe. Oui, effectivement, l'énoncé est vrai dans le plan, et c'est ce que je vais démontrer, mais il utilise vraiment des arguments supplémentaires et qui sont complètement invisibles dans la preuve que j'ai lue. Et qui vont déboucher sur un théorème dont je ne révèle pas encore le nom, et qui va servir pour le théorème de Jordan. Donc ça prouve que c'est un peu comme quand on est en ville, on finit par arriver sur les monuments, on finit par arriver sur les énoncés qui ont un sens par rapport au problème. Ça aussi, c'est une thèse de philosophie des mathématiques générales, c'est que parfois on est poussé par quelque chose, alors on n'y vient pas tout de suite, ça prend parfois des années, parfois plus que ça, on est poussé vers les bons concepts, vers les bons énoncés, vers les bonnes choses. Et ça, c'est extrêmement difficile à formuler parce qu'à posteriori, dans les manuels, dans les théories qui ont été érigées, tout ça devient invisible. C'est ce que j'appelle, moi, la pensée disparaissante. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on introduit, par exemple, le noyau de Feuillère en théorie des fonctions trigonométriques, qui est un noyau régularisant, elles ne sont en général pas réellement explicitées dans les manuels. On dit, voilà, on a ce noyau qui est la renormalisation des sommes de Dirichlet. Il a des propriétés de positivité, et on peut s'en servir pour démontrer que la convolution avec les fonctions continues converge vers les fonctions continues. Mais on ne voit pas vraiment historiquement comment est-ce que Feuillère est arrivé dessus, et qu'est-ce que ça signifie réellement derrière. C'est-à-dire que ça, c'est un grand problème de philosophie des mathématiques, c'est qu'à posteriori, on ne voit pas les causes réelles des objets. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Mais ce qui est aussi intéressant dans la pratique de la recherche des mathématiques, c'est qu'on est contraint, très souvent, de retomber sur certains énoncés qui ont été déjà vus différemment et qui retrouvent une place naturelle dans l'argumentation théorique. Ça me semble absolument essentiel. Et cette thèse, je la vois très très fortement s'articuler dans mon travail en théorie des invariants différentiels, où là, effectivement, il y a plusieurs approches différentes. Une approche, par exemple, là, je suis en train de complètement diverger par rapport au propos du théorème de Jordan. Il y a des approches via Cartan, des approches via Olver, des approches via Kruglikov-Lyshagin, des approches qui sont toutes différentes. Et finalement, au final, l'algèbre des invariants différentiels, c'est la même. Donc ça veut dire qu'il faut converger vers, d'une certaine manière, le même objet, quelles que soient les théories que l'on érige. Et il se trouve que très souvent, d'ailleurs, on en a eu l'expérience récemment avec un collaborateur qui exerce en Australie, c'est qu'il a trouvé une équation qui caractérise l'annulation d'une courbure, il l'a formulée d'une certaine manière et on a vérifié ensemble que c'était équivalent. Mais ce n'est pas immédiatement visible, c'est que c'est le même objet mais vu d'une manière différente. Or là, un polymorphisme en fait. Il y a une forme de polymorphisme qui tient aussi à la forme de différence de langage entre les auteurs. Et malgré tout, ce qui est important, à mon avis, j'étais parti sur la thèse de repenser les objets, de se les re-rendre comme une compréhension interne complétée, si je puis dire, peut-être pas totale, mais complétée, une compréhension satisfaisante. C'est-à-dire qu'il faut réveiller les causes pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement, comme le disait Leibniz. Voilà, donc je vais continuer sur le théorème de Jordan, ici. Donc, la proposition, c'est que si gamma est dans le plan, il n'existe pas de point, alors ce qu'il faut c'est bien le préciser, il n'existe pas de point que je vais appeler P étoile, qui est équidistant des deux courbes C plus epsilon et C moins epsilon. Donc, il n'existe pas de point que je vais appeler Q étoile, qui est élément de R2
moins le tube epsilon. Telle que la distance entre soit nulle. Donc la distance ou égale, la distance entre Q étoile et C epsilon moins est égale à la distance entre Q étoile et C plus epsilon. Alors voici donc des éléments de la preuve. L'essentiel, c'est que Q étoile n'est pas dans la bande. Effectivement. Tu l'avais pas dit d'abord. Voilà, il faut pas, là je suis en train de prendre un point qui est à l'extérieur. Donc maintenant la démonstration devient correcte. Si je peux joindre toutes les paires de points ici, si je peux joindre toutes les paires de points dans le complémentaire, quand je suis proche de la bande, la différence entre les distances est forcément non nulle. Quand je suis loin, elle devient positive et négative, donc j'exclus le fait que je puisse passer, si vous voulez, ailleurs d'une composante à l'autre. J'exclus ceci par cet énoncé. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe globalement à l'extérieur de la bande. C'est ça qui compte le plus, en fait. Et donc cet énoncé, on va le faire par l'absurde. C'est là que le temps ne marcherait plus. Exactement, et normalement, si on réfléchit bien, on va le voir. J'y ai réfléchi avant de venir ici il y a quelques jours, mais je ne vais peut-être pas réussir à bien le reconstituer au tableau, mais en principe, on va voir qu'il y a quelque chose qui coince, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un disque qui va, dans le temps, devenir une espèce de chose comme ça. Dans le plan, donc si il existe effectivement un point Q étoile, je vais le dessiner en rouge, un point Q étoile qui est équidistant de ces deux machins-là, ça veut dire qu'il y a un disque centré en Q étoile d'un certain rayon. Alors je lui donne un nom, mais j'ai oublié. Je l'appelle D étoile, je ne donne pas de nom à son rayon, c'est pas utile. Donc D étoile. Et par hypothèse à contredire, j'ai donc une courbe C plus epsilon, que je vais appeler donc, et C moins epsilon, ça touche. Donc il y a les deux courbes qui sont là. Alors j'ai fait beaucoup de figures sur mon texte, il faut que j'essaie de suivre à peu près la même chose. Donc ça c'est C epsilon moins, ça c'est C epsilon plus. Alors là il faut que je me pose la question. C'est l'égalité des deux distances. C'est l'égalité des deux distances. Ça veut dire qu'ici, donc dans le disque, je ne rencontre pas le bord du tube. Il faut que je me pose la question maintenant parce que la courbe elle-même de Jordan, elle est d'un côté ou de l'autre. Mais elle ne peut pas être de ce côté-là. Ça, c'est impossible parce que ça voudrait dire que C moins epsilon est un peu plus dans le disque. Il faut que je m'arrange, pour des raisons techniques, de mettre un 5 epsilon ici. Ça je l'avais un peu épargné jusqu'à présent, pour être sûr que le 2 epsilon soit plus petit que la distance qui est là, pour éviter... Mais ça s'arrange à l'avance, c'est pas difficile. Donc ça veut dire que ça c'est exclu, sinon la distance à C moins epsilon serait strictement plus petite. Hop. Donc ça implique que, en fait, c'est ça la bonne figure. Voilà. C'est ça la bonne figure. Voilà. Et là, maintenant, par rapport à l'orientation de la courbe, il est nécessaire qu'elles aillent dans le même sens. Alors, il faut que je vérifie ce que je dis est bien correct. C plus epsilon, C moins epsilon. Donc, ce qu'il faut, c'est refaire peut-être la figure un peu plus proprement. C'est la première fois que je présente ça. Je n'ai jamais présenté en cours. Donc, je le maîtrise peut-être pas très bien. Voilà. Ça, c'est donc C plus epsilon qui est bien de ce côté-là. C'est C epsilon plus, C epsilon moins. Et donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est forcément cette figure-là. Alors, la courbe se referme. C'est global. Ah oui, mais regardez. Comment voulez-vous qu'elle se referme là, puisqu'elle va dans le même sens? Ce qu'elle pouvait faire sur le tore. Ça, elle pouvait le faire, parce que ce que j'ai essayé de représenter, le disque qui est là, c'est en fait topologiquement, c'est un cylindre. C'est une gaine autour du cylindre, l'ensemble des points qui sont à distance D étoile. Et ce n'est pas un disque, effectivement. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, si on fait bien attention à la figure, ça va dans l'autre sens.
Et ça, c'est pas un disque, c'est un cylindre. Ça a changé de topologie. Donc là, pour le torse, la figure devient tout à fait possible. On l'avait déjà vu à l'avance, mais on confirme. Or là, non. Là, comme on est dans le plan, ça, c'est un disque. C'est ça qui fait la différence. Et donc, à nouveau, spéculation un peu philosophique. Je ne fais pas beaucoup de philosophie peut-être aujourd'hui, vous l'avez tous senti. Dans les mathématiques, dans la compréhension d'un énoncé, à mon avis, c'est en permanence dialectique. Pour moi, la dialectique du vrai et du faux, la dialectique du pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement, elle est quelque chose qui est en permanence dans l'intuition du mathématicien qui cherche. C'est quelque chose qui vit tout le temps. C'est bien pour cette raison que l'intuition des mathématiciens est quelque chose qui ne peut pas être analysé et qui a été très peu commenté et analysé. Et je dirais même plus, mais ça c'est une spéculation qui n'est pas très travaillée, beaucoup de gens ont travaillé sur l'intuitionnisme de Brouwer, mais chez Brouwer, il y avait des visions, à mon avis, extrêmement riches, extrêmement puissantes, chez les topologues aussi, les vrais topologues. Ils ont une vision, une mentalisation, quelque chose au plan intuitif, qui ne peut pas transparaître complètement dans les textes, y compris dans les figures. Il y a quelque chose de plus riche. Les textes, déjà, quand ils symbolisent et qu'il n'y a pas de figure, quand c'est dans le domaine de la géométrie, on perd énormément d'informations. Et en plus, même quand on couche sur le papier, il se passe en fait beaucoup plus de choses dans la tête et beaucoup plus de choses dans les explorations, à mon avis. Or, ça fait partie, en fait, si vous voulez, de la difficulté de penser l'intuition en mathématiques, qui est pourtant, alors là, ça rejoint une thèse sur laquelle j'ai convergé il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a toujours cette opposition entre le formalisme et l'intuition, qui est une opposition qui s'est souvent soldée par la victoire du formalisme, on le sait, la victoire du symbolisme, parce que c'est la seule chose, c'est le seul socle sur lequel on peut s'asseoir, mais un vrai mathématicien, il est tout à la fois. Il ne peut pas être seulement un logicien qui met ça sous forme symbolique, il est forcément tout à la fois. La pensée est multiple, et donc puisque la pensée est multiple, il faut de toutes les manières progresser. C'est un peu ce que dit Gromov aussi. Gromov qui est un mathématicien extrêmement intuitif. L'intuition, pour moi, n'ayant pas un sens péjoratif, c'est plutôt un sens mystérieux, mais un sens mystérieux essentiel. L'intuition, elle revêt aussi, comme je viens de le dire, des aspects de recherche de rigueur, de recherche de pourquoi, mais elle revêt aussi des aspects de rêverie, des aspects d'idées, en fait. C'est ça l'essentiel. C'est là-dessus que ça se joue le plus, à mon avis. Alors donc, on vient de dire que la courbe, elle, épouse le cercle delta étoile sous cette forme-là, et elle a le malheur, à cause de la topologie du plan, d'épouser dans le mauvais sens, pour se refermer. Elle ne peut pas se refermer. Il y a quelque chose qui l'empêche de se refermer, et on va donc trouver un énoncé que je vais démontrer, peut-être dans un autre contexte, plus général. Donc je refais un peu la figure de mon disque, ici. Voilà. Je vais m'appliquer un petit peu plus. Non, je me suis trompé. Là. Donc là, c'est un morceau de bande. Ça, c'est un morceau de bande. Et elles vont dans le même sens. Et donc, je mets donc cette flèche. Ça, c'est ma courbe C, ma courbe de Jordan. Et donc, pour se refermer, comme ça va dans le même sens, c'est pas possible. Parce qu'il y a un sens de parcours. Alors, on essaye. On se dit, pourquoi pas à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose comme ça? On essaie de leur venir par derrière. Mais en fait, si on fait vraiment ça, il va y avoir quelque chose comme ça. Voilà, on peut faire comme ça, ouais. Mais après, il faut quand même qu'elle se referme. Hein, elle n'est pas encore refermée, là. Comment est-ce que je pourrais la refermer, cette courbe, sans me croiser? J'y arrive pas. Donc là, on est devant un truc, ça ne marche pas, et c'est ce qu'on veut, on veut que ça ne marche pas, mais on ne sait pas encore le dire pourquoi. Donc il faut abstraire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'origine qui est ici, et on va l'envoyer à l'infini, par une inversion, du 1 sur z, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, avant de faire ça, justement, j'avais légèrement anticipé par cette erreur en fait, puisque tout est différenciable, je peux épaissir un petit peu ça, de manière à toucher un petit peu la courbe là. Je vais épaissir un petit peu, je vais faire une petite bosse, comme ça, qui va épaissir ici. Voilà. Et quand je fais une inversion, ce qui est le disque devient
l'extérieur de l'origine, et l'infini devient l'origine. Alors l'origine, je vais la dessiner en blanc. 0. Donc auparavant, il y avait l'infini quelque part ici. Si je travaille sur la sphère de Riemann, tout ça a du sens. Et l'infini, donc, va être envoyé sur 0 par l'inversion. Alors là, c'est quelque chose qui me paraît assez essentiel, c'est que la diagrammatisation donne à penser, si vous voulez, intuitivement la chose. Il y a le symbolisme mathématique qui permet de tout à fait élaguer les diagrammes, de ne pas en avoir, mais quand on essaie de représenter les choses, on est obligé vraiment de, à mon avis, plus les penser. Et ce qui va se passer, c'est que ce disque rouge va devenir l'extérieur et la figure va être quelque chose comme ça. Donc ça va être un cercle avec un petit renflement ici, qui va être la première bosse, et un cercle avec un autre petit renflement qui va être la deuxième bosse. Et donc le disque des étoiles va devenir l'extérieur de ceci. D'accord ? Et maintenant, donc, je vais transporter les courbes qui étaient là, la courbe qui était là, et je vais effacer la partie jaune. Elle ne m'intéresse plus maintenant. Je peux m'en dispenser. Et si je fais les choses correctement, je vais me retrouver avec ce petit arc de courbe qui est ici, qui est le correspondant de ce petit arc de courbe qui est ici, et qui va être représenté comme allant dans le même sens. D'accord ? Donc là, il va y avoir un point de contact. Je peux prendre un petit point ici qui est proche, un point qui est ici. Et là, de même, alors il faudrait que je fasse la bosse un peu plus loin pour y voir plus clair. De même, donc la bosse est ici. Voilà, on a donc ce petit arc de courbe qui fait comme ça et qui va dans le même sens. C'est ça le point. Même ça fait quoi? Bah, disons que j'ai orienté le bord, c'est topologiquement, c'est un cercle pas très déformé d'ailleurs. Quand je dis ça va dans le même sens, ça va dans le sens contraire. Enfin, ça dépend comment est-ce qu'on l'entend. Elles vont vers le même point. Donc pour se refermer, ça ne va pas, il faut qu'elles se contournent. C'est ça que je veux dire. Donc comme la courbe est fermée, quelque part, il faut s'imaginer donc ceci. Donc je vais mettre des pointillés, doit venir ici. Et ceci doit venir ici, mais ça force à avoir un point de croisement ici. Donc je vais faire donc un homéomorphisme et je vais donc rendre cette figure équivalente à un carré. Alors pour faire l'homéomorphisme complètement, je vais rabattre la courbe sur le bord. C'est-à-dire que là, je vais la rabattre. Tout est différenciable, je peux faire ça. Je vais la rabattre. Et là, je vais rabattre la courbe ici. Voilà, ici, ici, ici. Et je vais me retrouver ici à avoir 4 côtés. Le côté vert qui est ici, le côté vert qui est ici, et le côté rouge qui est ici. Et je vais avoir donc une courbe qui doit aller quelque part par là, et une courbe qui doit aller quelque part par là. Donc on arrive sur ce qu'on appelle le théorème des diagonales. Alors qui peut être démontré de plusieurs manières différentes, et il y a une démonstration simple que je vais esquisser. Donc on se prend un carré ABCD. Donc j'ai fait exprès que ce soit de cette manière-là, ou là je pourrais le faire. Non, je préfère que ce soit AD et BC, de cette manière-là. ABCD, un carré. Donc une courbe qui va de A vers D, qui va être continue. Une courbe qui va de B vers C, qui est continue. On ne suppose pas qu'elles sont simples. Ont au moins un point d'intersection. Non. Le début, oui. C'est pas si simple que ça. Non. Dans le cas où les courbes sont droites, comme je viens de le dire, oui. Mais dans le cas général, non. Bon, je vais juste donner un argument rapide là-dessus et puis pas m'appesantir sur la preuve. Et puis peut-être m'arrêter bientôt. Passer aux questions.
Donc la preuve peut utiliser des outils de topologie assez avancés, mais j'ai une preuve très simple, qui est la suivante. Je vais représenter la première courbe en vert. Alors la première courbe, vraiment, on ne demande pas qu'elle soit simple. Elle fait n'importe quoi. Ça, c'est totalement autorisé. Et l'autre courbe, elle fait n'importe quoi aussi. Alors, l'intérêt de cet énoncé, c'est qu'on ne suppose pas que les courbes sont simples, donc il est plus simple que le théorème de Jordan. A priori, il y a beaucoup de points d'intersection. Il en faut au moins un. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais approximer la deuxième courbe par une ligne polygonale. Alors, quelle que soit sa complexité, je peux l'approximer par une ligne polygonale. Et si l'approximation est bonne, je suis proche de la courbe bleue. Et je laisse l'autre courbe verte être continue quelconque. Et donc le point clé, c'est le suivant, c'est de simplifier, donc à la limite, comme tout est continu et qu'il y a de la compacité, si je démontre que pour n'importe quelle ligne polygonale bleue, il y a une intersection avec la ligne verte courbe, à la limite, il y aura une intersection parce que le carré est compact. C'est tout bête. Donc ça, je passe au silence. Donc la seule chose que je dois faire, c'est m'assurer que quand j'ai juste une courbe polygonale et une courbe folle, si je puis dire, une courbe qui fait vraiment n'importe quoi, qui va d'un point à l'autre, j'ai toujours un point d'intersection. Alors, comme disait Pierre Cartier, quand la ligne polygonale est juste ceci, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, bien sûr. Parce que ça veut dire que quelque part, vous avez une altitude positive et une altitude négative, et puis c'est terminé. En général, il y a plus de côtés, et à la limite, il y a une infinité de côtés. Alors l'argument va être la chose suivante. La ligne polygonale, elle fait quelque chose comme ça. Alors, il faut que je reconstitue. Oui, on peut dire qu'elle fait quelque chose comme ça au début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ceci dans un triangle, et on va vouloir remplacer deux côtés du polygone par un côté, par exemple ce côté-là. Et l'argument va être relativement simple. Pourquoi? Parce qu'on va supposer par contradiction que la courbe bleue et la courbe verte ne s'intersectent pas. Donc ça veut dire que la courbe, elle peut rentrer dans le triangle, mais comme elle n'intersecte pas les deux côtés qui sont là, elle va finir par s'en aller. Et donc je vais couper la courbe, la décaler un peu, la remplacer par cette courbe. Et maintenant, je vais être dans la situation où la nouvelle courbe ne n'intersecte pas la ligne polygonale avec un côté de moins. Et maintenant, je peux supprimer celui-ci, j'itère, j'ai terminé. Donc ça se ramène pas à pas au théorème des valeurs intermédiaires, modulo cet argument qui consiste à supprimer des côtés de la ligne polygonale pas à pas. À chaque fois, je peux supprimer un côté. Ensuite, je vais peut-être résumer. Donc là, on a terminé, si vous voulez, la preuve du théorème de Jordan dans le cas C1 ou C infini. Et on voudra maintenant parler de la preuve dans le cas continu qui est plus difficile. Et qui se ramène, d'après une simplification qui existait déjà dans les travaux de Marcel Ries et dans des travaux qui ont été retrouvés dans les années 60, c'est la preuve la plus simple, qui repose sur le théorème des diagonales. Je vais en dire quelques mots et m'arrêter. Donc le Jordan continue. Alors la première chose à faire, c'est dire que toute composante connexe du complémentaire, alors je vais l'appeler J, l'arc de Jordan, J au lieu de gamma. Maintenant, satisfait oméga bar moins oméga égale à J. Alors le fait que ce soit contenu dans J est évident sur le plan topologique, mais égal, ce n'est pas évident. Alors peut-être que là j'avais prévu surtout de parler de ça, mais je vais laisser tomber, je voudrais parler ensuite maintenant. Donc ça c'est un argument topologique qui repose sur le théorème de Titze et qui en fait est assez séduisant sur le plan philosophique puisqu'il fait apparaître un double jeu, une forme de réflexivité entre l'espace
des fonctions qui sont à valeur dans un segment et un arc de Jordan qui serait contenu dans J. Mais comme le temps passe, je vais me concentrer plutôt sur la preuve dans le cas quand on a admis ceci. Donc maintenant, prenons donc une courbe qui se referme et qui est continue. Alors là, bien sûr, la figure est fausse par rapport à la réalité parce que la courbe peut être de mesure positive. Je prends son diamètre. Le diamètre de J, c'est-à-dire le maximum des distances entre deux points. Je réorganise la courbe pour que le diamètre soit atteint entre deux points que j'appelle A et B. Donc je m'arrange pour que ceci, ça soit contenu dans quelque chose qui va de moins 1 à plus 1. Et en prenant donc un rectangle qui est légèrement plus haut, donc là ça va être moins t et plus t à la verticale, ça c'est moins 1 et plus 1, pardon. Je peux m'arranger que la courbe ne touche pas la hauteur ici, et le fait que le diamètre soit atteint par A et B m'assure que cette partie-là du rectangle ne touche pas la courbe. Ensuite, je trace l'axe des Y sur la courbe. L'axe des X horizontal. Et je m'intéresse à J intersecté avec l'axe des Y, OY, que j'appelle CD. Donc j'appelle le point qui est tout en bas ici, qui est le point donc 0 moins t avec t plus grand que 1, fixé. Et le point C, ici, qui est en haut, c'est le point de coordonnées 0,t. Donc je regarde, alors bien sûr, ça peut être très compliqué, mais c'est un fermé. Si je représente la courbe de cette manière-là, je vais les faire jouer énormément de mouvements dans le carré. Voilà, et ça va me donner quelque chose comme ça. Je me suis trompé parce qu'elle doit effectivement toucher le point B. Et donc si j'intersecte avec l'axe vertical, eh bien, éventuellement, c'est un fermé. Il peut y avoir énormément de points, mais je regarde le maximum, le point maximum. Et j'appelle ce point K. Voilà, donc je vais faire une figure qui va ressembler à ça. Qui va être une figure un peu simplifiée pour les besoins de la preuve. Donc ça, c'est le point B. Et ça, c'est le point A que j'avais défini au départ. Ça, c'est l'axe vertical. Donc ça, c'est le point que j'appelle le point K. Le point le plus haut de J. Voilà. Et je vais appeler J+, la partie de la courbe qui contient le point K. Alors maintenant, je vais utiliser les couleurs. J+, je vais la faire en vert. C'est cette courbe-là. Mais limitée par point. Oui. Pardon ? Tu dis la partie de la courbe limite. Quels sont les points, les limites de cette partie-là? A et B? Voilà, c'est donc comme A et B sont deux points d'une courbe fermée, qui c'est topologiquement un cercle, elle divise le cercle en deux arcs. Et il y a un seul des deux arcs qui contient un point K. Et j'appelle ça J+. Mais tu n'as pas dit que A et B, tu n'as pas mis A et B dans le jeu. Pour ça, je t'arrête. Oui, d'accord. Ensuite, j'appelle J-. Je vais un peu vite parce que je ne fais pas ça totalement clairement au tableau. J-, j'appelle ça l'autre courbe. Et là, donc, on va utiliser le théorème des diagonales. Arranger pour que le K soit le maximum. Voilà, D'accord. c'est ça. C'est ça la définition de K. Je ne l'ai pas écrit au tableau. Soit sur l'axe des Y. Ok. Qui soit sur l'axe des Y. Donc, c'est le point le plus haut sur l'axe des Y. Donc là, il faut peut-être que je reprenne mes notes parce que je vais peut-être me tromper sinon. Non, mais tes deux points A et B coupent la courbe en deux morceaux, ça c'est clair. Oui, ça je ne l'ai pas dit, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Il y a une intersection. Il y a forcément une intersection parce que quand on regarde le x de la courbe, qui est x de t, y de t, elle est paramétrisée par x de t, y de t. X de a vaut moins 1, x de b vaut plus 1, donc il y a forcément un point où x vaut 0. Donc il y a des points d'intersection. C'est le théorème des valeurs intermédiaires sur la
la première coordonnée x de la courbe. Donc J+, c'est la partie de la courbe qui contient K. Et ensuite, je vais noter L, c'est le point de J+, d'ordonnée minimale. Sachant qu'il peut y en avoir une infinité non dénombrable. Ça peut être un ensemble de Cantor, ça peut être très compliqué. D'ordonnée minimale. Et je vais le représenter sur la courbe. C'est le point qui est ici, petit l. Donc sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, toujours. Point de J+, intersecté avec OY sur d'ordonnée minimale. Et donc là, je fais une affirmation. J- intersecte. Eh bien, si j'avais appelé ça le point D, intersecte le LD. Donc le segment LD que je vais représenter avec une barre pour dire qu'il est droit. Alors sinon, s'il n'intersecte pas le segment LD, eh bien je peux produire une courbe qui va contredire le théorème des diagonales. Et la courbe que je produis, c'est celle-ci. Voilà. Si jamais LD n'intersecte pas J-, ce qui n'est pas le cas sur la figure, la courbe bleue et la courbe rouge ne s'intersectent pas, alors que c'est un théorème des diagonales, pas exactement dans la situation du carré, mais dans la situation suivante, qui est topologiquement équivalente. On a une courbe qui fait ça, qui passe par les milieux, et une courbe qui fait ça. C'est équivalent. Topologiquement, c'est équivalent. Donc là, forcément, J- intersecte. Donc il y a un point d'ordonnée maximale de J- avec LD que je vais appeler P, et un point d'ordonnée minimale que j'appelle Q. Et là, la preuve est essentiellement terminée. Donc je vais peut-être m'arrêter là-dessus et faire quelques commentaires. Parce qu'ensuite, ce qu'on démontre, c'est que cette partie-là est dans la composante intérieure que l'on recherche. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette construction, on a créé, on a localisé ce qui va être la partie intérieure de la courbe. Parce que si ça n'était pas la partie intérieure, et je vais peut-être terminer là-dessus, ça voudrait dire qu'on pourrait s'en échapper en allant à l'infini, sans rencontrer la courbe. Toujours avec un chemin continu qui peut être fractal, etc. Toujours dans cette complexité-là. Supposons que ce soit le cas. À ce moment-là, il y a un premier point de sortie que j'appelle W qui peut être éventuellement au-dessus, mais les deux cas sont équivalents. Et si c'était le cas, je vais contredire encore le théorème des diagonales en produisant donc une courbe avec d'autres couleurs, orange par exemple. Donc il va être encore la courbe J-, et la courbe maintenant que je vais produire, c'est cette courbe-là, orange, qui va ressembler beaucoup à celle que j'ai faite, mais là, j'ai pris le milieu, si vous voulez, entre L et P. Je ne vais pas donner de nom sur la figure. Ça, c'est le milieu M entre L et P. Et ici, là, je vais pouvoir m'échapper sans rencontrer J-. J'arrive sur ce point W, mais je vais fermer la courbe, ici, pour arriver au point D. Donc la courbe orange, elle fait ça, 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 ça. Là, je suis sûr qu'elle ne rencontre pas J-, parce que J-, il est en dessous d'après la construction. Là, je m'échappe, par hypothèse que j'ai envie de contredire. Et ensuite, je reviens au point D, donc j'ai une espèce de courbe là, qui fait une diagonale du point C au point D, une autre courbe qui fait une diagonale de point A au point B, contradiction, parce que le théorème de diagonale est vrai. Donc ceci, ce n'est pas possible. Avec ta manière de procéder, les deux diagonales ne se coupent pas, c'est ça. Voilà. Donc le point M est dans une composante intérieure, et ensuite, il faut démontrer qu'il n'y en a qu'une seule, parce que dans le cas où le théorème de Jordan était différenciable, on avait dit qu'il y en avait au plus 2. On avait dit c'est facile à voir. Or là, on ne sait pas qu'il y en a au plus 2. Il faut démontrer qu'il n'y en a qu'une. Et c'est un argument similaire que je ne détaille pas.
Voilà, donc pour conclure un petit peu ce que j'essayais de dire, mais je ne l'ai pas beaucoup formulé pendant mon intervention orale, il me semble que dans la nature des objets mathématiques que l'on regarde, très souvent, enfin du moins c'est comme ça que je l'entrevois, on ne comprend pas tout de l'objet, très souvent. Des choses sont cachées, des choses sont invisibles, et dans la manière dont on travaille avec les objets, on ne voit qu'une partie de cette complexité. Notamment, il y a quelque chose d'important que je n'ai pas dit, c'est que quand je fais ce contournement par cette courbe qui est éventuellement fractale, je n'essaye pas d'éviter J-. Je ne peux pas éviter J- autrement que comme ça. Parce que J-, en fait, sur la figure que j'ai faite, elle est extrêmement simple, mais J- peut s'amuser à être énormément présent ailleurs. Donc le fait de suivre la courbe qui est là est absolument essentiel pour contourner J-. Si je décalais un tout petit peu la courbe, ça deviendrait un argument qui est faux. Parce que les choses peuvent être denses. Il se trouve que dans le théorème de triangulabilité des surfaces de Riemann, il y a un argument tout à fait similaire. On doit démontrer qu'on recouvre une variété topologique par des ouverts qui sont homéomorphes à des disques, mais les bords des ouverts peuvent être d'intersections très sauvages. En fait, il peut y avoir une intersection de Cantor parce que ce n'est pas différenciable, c'est seulement continu. Or, il faut s'amuser à faire aussi des changements de courbe de cette nature-là, qui sont purement topologiques, en essayant de s'assurer que les intersections des ouverts soient de type fini, pour ensuite réussir à avoir des polygones topologiques et pour les redécomposer en triangles pour avoir une vraie triangulation. Donc je suis un peu parti de ça, je vais conclure sur mon propos. Il se trouve que dans la plupart des manuels de surface de Riemann, c'est un point aveugle, le théorème de triangulabilité des surfaces topologiques, parce que la démonstration n'est pas triviale. Donc la plupart des temps, les gens ne font pas ça. Et donc sur le plan de l'histoire des mathématiques, ça induit une forme de pratique, c'est que les gens, ils enseignent ça au tableau, un peu en traçant des figures ou en griffonnant des trucs sur un papier. Et il y a une espèce de tradition complètement invisible qui se transmet d'université en université, d'enseignant en enseignant. Et il n'y a pas de fixation, si vous voulez, réelle comme dans d'autres domaines. Il y a plus de flottement parce que ça reste trop intuitif. Et là, je ne sais pas vraiment quoi conclure de ça, mais c'est un fait. Ça prouve que l'activité, disons, par rapport à ce qui est purement géométrique, implique quelque part une vie qui n'est pas totalement contrôlée. Et ça me semble être un fait contre lequel je n'arrive pas vraiment à savoir comment me positionner. Notamment par rapport à l'enseignement, parce que quand on enseigne les choses, souvent on est obligé d'admettre certains énoncés en disant la démonstration est trop compliquée, on ne peut pas la faire. Et ça me paraît insatisfaisant. Je vais terminer là-dessus. Rapidement, tu pourrais nous faire l'historique de ce théorème, les principales étapes. Alors, je n'en ai pas beaucoup parlé, j'en connais pas beaucoup. 1860 à peu près. Donc c'est Jordan qui a ramené ça à des polygones parce que c'est tout à fait tentant. Donc ça c'est quelque chose, j'ai pas encore compris la démonstration parce qu'il y a des gens qui ont démontré qu'elle était correcte, la démonstration originale de Jordan. Oui, alors que historiquement donc c'est Schoenflies et Veblen qui ont dit non c'est totalement faux, il faut reprendre à la base, il faut tout redémontrer, mais on peut la rendre juste. L'une des difficultés provient du fait que le polygone qui va suivre une courbe très fractale, il peut avoir d'immenses auto-intersections. Il faut d'une certaine manière nettoyer la courbe polygonale pour la rendre simple. Et donc ça demande une complexité chirurgicale que je n'ai pas encore comprise, parce que j'ai trouvé une source dans laquelle je n'arrivais pas à lire ce qu'ils écrivaient. Donc ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est en relation avec le théorème d'uniformisation de Riemann, c'est-à-dire que quand on a une courbe qui est bordée par une courbe de Jordan, c'est un phénomène très célèbre, c'est le théorème de Kara-Teodori, qui démontre que l'application de Riemann se comporte continuellement jusqu'au bord. Et ça provient d'un argument qui est un argument d'aire longueur. On va regarder donc dans le disque uniformément de Riemann une suite de courbes qui sont comme ça. Et le fait que ce soit une courbe de Jordan au bord, le fait que ces courbes-là soient envoyées sur des courbes simples, permet par une estimation d'aire sur l'ouvert que l'on uniformise, d'arriver à contrôler, si vous voulez, le point limite. C'est un argument qui fait quand même 4 ou 5 pages que je ne peux pas reconstituer immédiatement. Donc ici, là, ça a été rendu complètement rigoureux dans les années 1916 environ.
Donc, le théorème de Riemann a été prolongé jusqu'au bord pour une courbe de Jordan. Et dans les travaux de Kara-Teodori, on voit aussi ce qu'on appelle la théorie des bouts premiers, et qui consiste à regarder donc tous les points auxquels on a un prolongement continu de l'application uniformisante de Riemann, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, on a les grilles, on a des ouverts qui sont des grilles infinies comme ça, et là, effectivement, l'application de Riemann ne se prolonge pas continuellement. On prend des segments de hauteur 1,5 par exemple qui s'accumulent comme ça. Alors là, effectivement, le comportement de l'application de Riemann devient sauvage parce que là, c'est pas une courbe de Jordan. Alors il faut savoir que moi, je travaille dans un domaine à plusieurs variables. Je suis, comme je le dis, pas topologue, hein, je le répète. Mais quand on passe pour des variétés à dimension supérieure, donc on remplace le bord d'un domaine dans C par une sous-variété de C2, par exemple, de C puissance 2. Et là, les choses changent complètement. Il n'y a pas d'uniformisante. Il y a beaucoup de domaines qui sont non équivalents entre eux. Et quand on passe en dimension supérieure, c'est encore pire. Et donc là, l'équivalent du théorème de Kara-Teodori est totalement hors de portée actuellement. Il pourrait y avoir un théorème de Kara-Teodori qui dirait la chose suivante. On prend un domaine dans C2 qui est à bord continu, ou homéomorphe à une sphère. Est-ce que quand on prend un bilomorphisme d'un ouvert sur un tel ouvert, est-ce que ça se prolonge continuellement jusqu'au bord? Tous les travaux qui existent depuis l'école russe de Pinchuk, par exemple les 70 à Moscou, tous les continuateurs aux États-Unis, on est très loin d'avoir cet énoncé en dimension 2. C'est totalement hors de portée. Ce qu'on arrive à faire, c'est quand le bord est C infini, avec beaucoup de régularité et même analytique réelle, il y a l'équivalent du phénomène de Schwartz, c'est-à-dire que si on a une application Schwartz, dit qu'on a deux arcs analytiques, l'application se prolonge holomorphiquement de l'autre côté en utilisant Z dans Z bar. En dimension supérieure, ça existe aussi, il y a beaucoup d'énoncés. Mais le cas vraiment Jordan, Kara-Teodori, non. On n'a pas d'énoncé équivalent, bien qu'on pense qu'ils existent. Au point de vue historique, où se situe le livre d'Hermann Weyl là-dedans? J'en ai pas beaucoup parlé. Je comptais un peu parler de surface de Riemann, mais je me suis plutôt concentré sur le thème de Jordan. Je ne pense pas que lui le redémontre dans ce livre. Je crois que même le livre de Alfors Sario ne le fait pas complètement. Il me semble. Il l'admet. Et une fois qu'il l'a admis, il démontre le théorème de triangulabilité, le théorème de Rado, qui implique a posteriori que toutes les surfaces de Riemann sont à topologie à base dénombrable, ce qui est faux en dimension supérieure. En dimension 3 et plus, c'est faux. Donc c'est vraiment très propre à la dimension 2. Donc il y a quelque chose de... Topologiquement, la dimension 2 permet beaucoup plus de choses parce que le bord n'est que de dimension 1, d'une certaine manière. Et c'est encore pire en dimension 1 parce que le bord est dimension 0. Par exemple, je viens d'apprendre aujourd'hui au séminaire d'analyse harmonique à Orsay que l'intégrale de Kurzweil-Unstock, elle marche assez mal en dimension supérieure à 2. Parce qu'on fait des raffinements des subdivisions de Riemann, où on fait ce qu'on appelle des jauges, et les jauges doivent tenir compte du bord, et là, quand le bord a des cusps, a une géométrie plus compliquée, la définition ne marche pas dans un cas général. Il faut s'adapter à la géométrie du bord. Donc la géométrie réserve plein de mystères, à mon avis. Surtout quand on passe en dimension supérieure, et ça c'est encore plus vrai, à mon avis, en géométrie différentielle, parce que ça devient de l'algèbre, et quand le nombre de variables grandit, les choses deviennent de plus en plus compliquées sur le plan algébrique. L'idée aussi de s'intéresser à Kurzweil. Non, mais il y a des gens qui n'aiment pas, je sais. Moi, je ne suis pas un fan non plus. J'ai un collègue qui a été recruté à Orsay il y a quelques années, un maître de conférence, qui est un vrai fan. Il y a Thierry de Pau à Paris 7, qui a des doctorants dans cette direction. Oui. Est-ce qu'il est possible de donner une démonstration moderne de Jordan moins différenciable avec le flot de Ricci en arrondissant à Hamilton-Gates en faisant un cercle finalement? Je pense, oui. De toute façon, dans le théorème de Jordan-Schoenflies, qui est dans le cas où le bord est vraiment continu seulement, on peut démontrer effectivement que c'est difféomorphe à un disque. Donc là, dans le cas où c'est différenciable, il doit y avoir effectivement quelque chose de dynamique comme ça, je suis d'accord. Et c'est aussi, c'est une excellente suggestion, c'est aussi ce que je voulais essayer de dire dans l'exposé, c'est que je n'arrive pas, et c'est une question que je me pose, à vraiment voir, même
sans aller jusqu'à la dynamique d'un flow, par exemple, comment est-ce que l'application de Riemann m'uniformise ça dans un disque? Comment les points bougent? J'ai du mal à le voir. D'ailleurs, notamment, il y a des travaux dans les années 60-80 qui consistent à rendre constructif le théorème de Riemann. Alors, ça consiste à prendre une application de Koebe qui va... Bon, ça va être pas à pas, c'est un peu algorithmique. Donc, on va essayer de dire, si jamais on va plonger l'ouvert qu'on a envie de mettre égal au disque unité, comme on va le rétrécir pour être dans un disque, et puis après, on va le pousser pas à pas. On va utiliser des applications qui font grossir, en fait, les choses. Donc là, c'est du discret, c'est pas du continu comme on vient de le suggérer, mais quelque part, ça prouve quelque chose de profond. Ça veut dire que, donc on va mettre l'ouvert qu'on a envie d'uniformiser, supposons qu'il soit un petit peu creux ici, on va trouver une application de Koebe qui va le pousser d'un tout petit peu. Et la convergence est très mauvaise, en fait. Parce que dans le théorème de Riemann, on garde une famille d'applications univalentes qui fixent l'origine, etc., qui sont à valeur dans le disque unité. Donc c'est un truc totalement non constructif, on a un gigantesque espace d'application, puis il y a le théorème de Montel qui dit que si on prend une suite de fonctions, et ça va converger automatiquement parce que c'est borné. Mais si on veut vraiment voir de manière constructive, on ne voit rien en fait. On ne voit pas grand-chose. Et là, comme on vient de le suggérer, avec un mouvement dynamique qui fait bouger les choses, je ne connais pas, ça doit un peu exister, mais... Oui, oui. Ah, donc ça existe déjà, là? Ah non, j'avais mal compris. Oui. Dans le plan, c'est ça ou... Dans le plan, oui. Non, je ne connaissais pas, c'est très intéressant. Et on demande qu'elle soit conforme ou seulement différenciable? Probablement conforme. Non, non, non. Je sais pas. Non, seulement différenciable. Oui. À la dimension 2. À la courbure des courbes. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a un de ses élèves qui a publié un truc chez Springer Fernand, la thèse ou quelque chose comme ça, en dimension de courbe de journal. Et d'autre part, une démonstration du théorème d'uniformisation de Riemann que j'aime beaucoup, qui est un peu confidentielle, qui est due à Jacques Delon-Ferrand par le discret, par les fonctions analytiques discrètes. Je ne connais pas non plus. Le plan par des pixels, Ouais. et puis on approxime le bord, comme ça, et puis on résout le problème par notion de fonction analytique discrète, et c'est beaucoup plus facile, et on démontre que ça converge merveilleusement. D'accord. Les gens l'ont probablement déjà fait, oui. Il y a Christian Mercat qui est à Montpellier, qui est un expert depuis des années. Il avait fait d'ailleurs son mémoire de M2 ici, de magistère, sur les surfaces de Riemann discrètes. Mais là, je manque de connaissances.